Mon mari ignorait que je parlais allemand. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit à mon sujet. Je m'appelle Lydia Collins, et le jour où mon mariage s'est brisé n'est pas arrivé lors d'une dispute ou d'une confession dramatique. Cela s'est produit au milieu d'une visite immobilière, alors que mon mari et moi nous trouvions à l'intérieur d'un appartement moderne et lumineux appartenant à un expatrié allemand. J'ai fait semblant de ne pas comprendre un seul mot de ce qu'il disait. Mais j'ai entendu une phrase qui a coupé mon monde en deux. Pendant 15 ans, j'avais été la femme silencieuse, la complaisante, celle qui restait la tête baissée, qui s'occupait de la maison et qui essayait de ne pas troubler la paix. Ethan, mon mari, aimait que ce soit ainsi. Il avait un poste important, une voix forte, et la ferme conviction qu'il savait naturellement mieux que quiconque comment faire les choses. J'avais un modeste emploi de comptable dans un petit cabinet et l'habitude de ravaler mes pensées avant qu'elles n'atteignent mes lèvres. Au fil des années, je me reconnaissais à peine. Je me déplaçais doucement dans la vie, évitant son irritation comme on évite les arêtes vives dans l'obscurité. J'ai appris à me rendre plus petite dans chaque conversation, chaque décision, chaque pièce. Mais ce matin-là, alors que nous montions en ascenseur jusqu'au 12e étage de cet immeuble élégant, quelque chose en moi a basculé. C'était ténu, comme un léger tapotement dans ma poitrine, me rappelant que la vie que je menais n'était pas la seule vie possible. Je ne le savais pas encore, mais j'étais sur le point d'entendre la vérité qui me forcerait à faire face à tout ce que j'avais ignoré, la vérité qui me pousserait vers la femme que j'avais presque oublié pouvoir être. Pour la plupart des gens, la maison est l'endroit où l'on souffle. Pour moi, la maison était devenue l'endroit où je retenais mon souffle. Ethan remplissait chaque recoin de notre vie de ses opinions, de ses routines et de ses décisions. Au début, je pensais que c'était de la confiance. Au fil des ans, j'ai réalisé que c'était du contrôle déguisé en certitude. Il gérait nos vacances, nos achats, nos week-ends. Si je suggérais quelque chose de différent, il le rejetait d'un geste de la main ou d'un soupir fatigué, comme si mes idées n'étaient que de petits inconvénients au lieu de véritables pensées. Lorsque j'ai un jour suggéré de suivre un cours d'art floral après le travail, il a ri si vite et si fort que je me suis sentie stupide de l'avoir seulement mentionné. Il a qualifié cela de gaspillage d'argent en prédisant que j'abandonnerais au bout d'un mois. Après cela, j'ai arrêté de parler de mes passe-temps. Mon travail n'était pas très différent. Mon poste de comptable couvrait les dépenses de base, et Ethan s'assurait que je me souvienne que son emploi était la colonne vertébrale de notre foyer. Chaque fois que nous nous disputions, il me rappelait qu'il payait l'hypothèque, le crédit de la voiture, les rénovations, les vacances. C'était un rappel qui piquait, comme si mes contributions étaient invisibles à moins qu'il ne les souligne. Même nos soirées suivaient un scénario prévisible. Il s'installait dans le salon avec la télévision à plein volume, et je flottais tranquillement dans l'appartement, cuisinant, nettoyant et essayant de ne pas le déranger. Plus je devenais silencieuse, plus tout était facile pour lui, et plus cela devenait difficile pour moi. Rétrospectivement, j'ai réalisé à quel point le changement avait été subtil. Ce n'était pas une dispute ou une phrase dure. C'était l'érosion constante du fait de ne pas être entendu, la lente disparition de ma voix au sein d'un mariage autrefois rempli de rire. Et pourtant, je suis restée. Je suis restée parce que je croyais que la patience pourrait ramener ce que nous avions perdu. Je suis restée parce que je pensais que l'amour signifiait faire plus d'efforts. Je suis restée parce que je pensais que le problème, c'était moi. Mon tournant n'est pas arrivé avec des feux d'artifice. Il est venu doucement, comme la plupart des changements de vie. Déguisé en curiosité, un soir comme les autres. J'étais en train de faire défiler mon téléphone après avoir nettoyé la cuisine lorsqu'une publicité est apparue pour un cours d'allemand en ligne gratuit. J'ai failli continuer à défiler, mais quelque chose m'a fait faire une pause. C'était peut-être l'idée de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. J'ai cliqué dessus. Cette petite décision est devenue la première porte de sortie de la vie dans laquelle je me sentais piégée. Au début, j'étudiais seulement 15 minutes par nuit, chuchotant des mots simples pendant qu'Ethan regardait le sport dans le salon. Je gardais toujours la porte de la chambre presque fermée, laissant le bruit de la télévision couvrir les sons discrets de mes leçons. C'était excitant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon cerveau s'est réveillé. Mes pensées se sont étirées. J'apprenais quelque chose, non pas pour le travail ni pour Ethan, mais pour moi-même.
15 minutes se sont transformées en 30. Puis 1 heure. Bientôt, j'ai eu un cahier plein de vocabulaire et de tableaux de grammaire soigneusement cachés sous une pile de couvertures. Mes progrès m'ont surprise. Je comprenais de courtes vidéos sans sous-titres. Je pouvais lire des articles de base. L'application que j'utilisais complimentait même ma prononciation. Et chaque fois qu'elle le faisait, je sentais une étincelle grandir en moi. Mais je n'en ai jamais parlé à Ethan. Non pas parce que je voulais le cacher pour toujours, mais parce que la pensée de sa réaction me serrait la poitrine. J'entendais déjà sa voix qualifier cela d'inutile, de stupide, de superflu. Il me demanderait pourquoi j'apprenais une langue qui n'avait rien à voir avec mon travail ou notre vie. Et sous ces mots, j'entendrais le même message qu'il me livrait toujours, « Tu n'es pas capable. Tu ne finiras jamais rien. Tu perds ton temps. » Alors, j'ai gardé le secret. Cette petite poche de solitude est devenue le seul endroit où je ne me sentais pas jugée. C'était à moi. Intouchée par ses opinions. Ma rébellion silencieuse, ma liberté discrète. Je n'avais pas réalisé alors que ce secret deviendrait un jour la chose même qui me sauverait. Le lendemain matin, Ethan est entré dans la chambre, son téléphone à la main, comme s'il venait de découvrir un trésor. Il m'a dit qu'il avait trouvé un appartement mis en vente par un Allemand nommé Hans Ritter. Selon lui, c'était la meilleure option que nous avions vue depuis des mois. Il n'a pas demandé ce que j'en pensais. Il a simplement annoncé que nous allions le visiter le jour suivant. J'ai hoché la tête comme il s'y attendait. Lorsque nous sommes arrivés à l'immeuble, tout semblait impeccable et neuf. Le hall sentait le café frais et l'air pur. Ethan regardait autour de lui avec fierté, comme s'il avait construit l'endroit lui-même. J'ai suivi silencieusement, serrant mon sac à main, me rappelant mon plan. Je ne dirais rien. J'allais faire semblant de ne pas comprendre un mot d'allemand. Je voulais voir comment il parlait lorsqu'il croyait que je ne pouvais pas entendre la vérité. Hans a ouvert la porte avec un sourire chaleureux. Il était grand, calme, le genre d'homme qui rendait une pièce plus légère. Ethan est immédiatement passé à l'allemand, comme je m'y attendais. Je suis resté près du mur et j'ai gardé une expression neutre, écoutant Hans nous accueillir et s'excuser pour ce qu'il appelait un « petit désordre ». Même si l'appartement semblait impeccable, plus Hans parlait, plus j'écoutais attentivement. Ethan me traduisait des bribes en anglais, mais ses versions étaient fades et incomplètes. Lorsqu'Hans a mentionné que la gestion de l'immeuble était excellente, Ethan m'a dit qu'elle n'était que moyenne. Lorsqu'Hans a expliqué que les voisins étaient des professeurs et des médecins, Ethan a haussé les épaules et a dit que c'étaient des gens ordinaires. Il a même ajouté des commentaires que Hans n'avait jamais prononcés. C'était subtil au début, puis c'est devenu évident. Il contrôlait le récit, modelant l'appartement pour qu'il corresponde à ses objectifs. Pourtant, le condo était magnifique. Des fenêtres lumineuses, des parquets lisses, une cuisine qui ressemblait à un rêve. J'ai chuchoté que j'aimais l'endroit et Ethan l'a balayé d'un rapide hochement de tête avant de se retourner vers sa conversation avec Hans. Alors qu'il passait de pièce en pièce pour discuter des détails, je suis restée silencieuse, fixant la vie que je pensais que nous pourrions partager ici, mais quelque chose de plus profond que l'admiration montait en moi. Plus j'écoutais, plus je réalisais que cette visite ne concernait pas seulement l'immobilier. C'était le début d'une vérité que je ne pouvais plus éviter. Nous sommes finalement revenus au salon où Hans nous a offert du café. Ethan a accepté avant que je puisse répondre, comme si mes préférences n'étaient qu'un détail mineur dans une conversation destinée à de plus grands esprits. Je me suis assise au bord du canapé, les mains serrées sur mes genoux, mon cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. Hans a parlé chaleureusement de ses années dans l'appartement, de son retour auprès de sa famille en Allemagne, et de son souhait que l'endroit revienne à quelqu'un qui en prendrait bien soin. Ethan n'a rien traduit de tout cela. Il m'a offert les versions les plus courtes possibles, coupant tout ce qui aurait pu rendre Hans plus humain ou sincère. Puis la conversation a basculé vers les formalités administratives, et j'ai entendu le ton d'Ethan devenir plus vif, plus concentré. Hans a expliqué une pratique courante. Parfois, les propriétés étaient enregistrées sous le nom d'un seul des conjoints au début pour simplifier le travail administratif. Rien d'inhabituel, rien de suspect. Mais il a ensuite demandé directement à Ethan s'il voulait envisager cette option.
Ce qui s'est passé ensuite est le moment où mon monde s'est brisé. Ethan s'est légèrement penché en arrière, a baissé la voix et a dit en allemand, « Elle n'a pas besoin de savoir. De toute façon, elle ne comprend rien. C'est moi qui paie. C'est moi qui décide. Ce n'est pas son affaire. » Je me suis figée. Mes mains sont devenues froides. Ma tasse a tremblé. Chaque mot s'est enfoncé en moi comme une lame. Ce n'est pas son affaire. Pas ma maison, pas mon avenir, pas ma vie. J'ai fixé le sol tandis qu'Ethan poursuivait la conversation avec une confiance décontractée, ignorant que la femme assise à quelques centimètres de là sentait tout son mariage se défaire fil après fil. À cet instant, les choses ont basculé en moi. Ce n'était pas de la colère au début. C'était du chagrin. Le genre de chagrin que l'on ressent quand on réalise que quelqu'un en qui on avait confiance ne vous a jamais vraiment considéré comme un égal. Pendant des années, je m'étais diminuée, croyant que ma voix n'avait besoin que de plus de patience, ou plus de gentillesse, ou plus d'effort. Mais maintenant, je voyais la vérité. Ma voix n'avait jamais eu d'importance pour lui. Et une fois que vous entendez quelque chose comme ça, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Le trajet du retour a été étrangement silencieux. Ethan fredonnait une chanson pop à la radio, tapotant ses doigts sur le volant comme si la journée s'était déroulée exactement comme il l'avait prévu. Pendant ce temps, je fixais la fenêtre, rejouant ces mots encore et encore jusqu'à ce qu'ils forment un nœud dans ma poitrine si serré que je pouvais à peine respirer. Quand nous avons franchi la porte d'entrée, il s'est dirigé directement vers le canapé. La télévision s'est allumée, remplissant la pièce de voix et de bruit. Je suis restée dans le couloir un instant, serrant la sangle de mon sac à main. Normalement, j'aurais attendu un moment plus calme. J'aurais rassemblé mon courage lentement, pendant des heures ou des jours, mais quelque chose en moi n'autorisait plus le silence. Je suis entrée dans le salon. Ethan n'a pas quitté l'écran des yeux. « Nous devons parler », ai-je dit. Il a soupiré bruyamment, comme si ma voix était une interruption plutôt qu'une requête. « Ça ne peut pas attendre, Lydia ? Je viens de m'asseoir. » « Non, pas cette fois. » Il a levé les yeux vers moi, les sourcils froncés. Il n'était pas habitué à entendre de la fermeté dans mon ton. Cela l'a déconcerté. Je lui ai demandé directement quel nom il prévoyait de mettre sur l'acte. Il a cligné des yeux, confus, puis a rapidement répondu que ce serait bien sur le nom de nous deux. Il l'a dit si négligemment que pendant une seconde, je me suis demandé s'il croyait vraiment à son propre mensonge. Je lui ai dit ce que j'avais entendu, chaque mot dans sa langue. La couleur a quitté son visage. Il s'est levé lentement, comme s'il ne savait pas comment arranger ses traits. « Tu comprends l'allemand ?» a-t-il murmuré. « Depuis quand ?» La question n'avait pas d'importance. La trahison, oui. Je l'ai confronté, forçant à sortir les mots que j'avais ravalés pendant des années. Il s'est défendu avec les mêmes arguments habituels. Il subvenait à nos besoins. Il gérait mieux les choses. Il savait comment le monde fonctionnait. J'exagérais. Il a fait les 100 pas dans la pièce, élevant la voix, rejetant la faute sur moi. Tout pour éviter de regarder ce qu'il avait fait. Mais pour la première fois dans notre mariage, ces mots n'ont pas pénétré en moi. Ils ont frappé un mur. Parce que j'en avais enfin construit un. Quand j'ai dit que je ne lui faisais plus confiance, quelque chose dans son expression s'est fracturé. Il m'a regardé comme si ma défiance était la seule trahison qu'il ne pouvait accepter. Mais il était trop tard. Il nous avait déjà trahis tous les deux. Pendant un long moment après notre dispute, l'appartement est resté douloureusement immobile. Ethan se tenait près de la fenêtre, les mains sur les hanches, respirant bruyamment, comme si c'était lui qui avait été lésé. Je me suis assise au bord d'une chaise de salle à manger, sentant les derniers fils de notre mariage glisser tranquillement entre mes doigts. Il s'est finalement tourné vers moi. « Alors, quoi maintenant, Lydia ? Tu veux me punir pour quelque chose que tu as mal compris ? » J'ai secoué la tête. J'ai parfaitement compris. Tu avais l'intention de prendre le contrôle de tout et de me laisser sans rien. Il a ricané, faisant de nouveau les 100 pas, tu penses toujours le pire. Je simplifiais le processus. C'est tout. Nous l'aurions réglé plus tard.
Mais il n'avait aucune explication pour la raison pour laquelle il avait dit à un étranger que ce n'était pas mon affaire. Aucune explication pour la raison pour laquelle il était si à l'aise de parler de moi comme si j'étais une enfant au lieu d'une partenaire. Je lui ai dit calmement que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Son visage s'est crispé. Il a demandé si je le menaçais de divorce. Pour la première fois, j'ai répondu sans peur. Je te dis que je ne peux pas rester dans un mariage où ma voix ne compte pour rien. Cette phrase est tombée comme une pierre dans la pièce. Ethan a eu l'air surpris, presque offensé, comme si je ne jouais plus le rôle qu'il m'avait écrit. Il a saisi ses clés, marmonnant, disant qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir. Il a annoncé qu'il resterait chez son ami Jamal pendant quelques jours. Il l'a dit avec la confiance d'un homme qui s'attendait à ce que je retrouve la raison pendant son absence. Il est sorti sans refermer la porte doucement. Elle a claqué derrière lui. Quand le son s'est estompé, le silence qui a suivi était différent. Il ne me paraissait plus lourd. Il paraissait honnête. Je suis allée dans la chambre, je me suis assise par terre et je me suis finalement autorisée à pleurer. Non pas parce que je voulais qu'il revienne. Non pas parce que je regrettais d'avoir parlé. J'ai pleuré pour les années que j'avais perdues, pour les endroits en moi que j'avais abandonnés, et pour la version de moi-même que j'avais presque oubliée. Mais sous le chagrin, il y avait aussi autre chose, qui grandissait doucement. Le soulagement, et le début du courage. Le lendemain matin, je me suis réveillée les yeux gonflés et l'esprit qui ne voulait pas rester immobile. Ethan n'était pas rentré, et pour une fois, je ne me demandais pas où il était ni ce qu'il faisait. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, mon téléphone à la main, et une décision qui pesait sur ma poitrine. Je devais appeler Hans. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai composé son numéro. Une partie de moi craignait qu'il me trouve idiote ou dramatique. Mais quand il a répondu, sa voix était chaleureuse et stable, le même ton calme qu'il avait utilisé la veille. « C'est Lydia Collins », ai-je dit. « Nous avons visité votre appartement hier. » Un moment de silence a suivi. Puis il a dit doucement, « Vous parlez allemand ?» Oui, ai-je admis doucement, et j'ai tout entendu, chaque mot. Hans a expiré lentement. « Je m'en doutais », a-t-il dit. « Vous étiez très silencieuse. Trop silencieuse. Je me doutais que vous compreniez plus que ce que votre mari réalisait. » Je me suis excusée pour le malaise, lui ai dit que nous n'achèterions pas le condo, et que j'étais désolée de lui faire perdre son temps, mais avant que je puisse finir, il m'a arrêtée. « Lydia, s'il vous plaît, ne vous excusez pas. Hier m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu avec ma propre fille. Elle était autrefois mariée à un homme qui essayait de tout décider pour elle. Elle a quitté ce mariage et a construit une vie bien meilleure. Quand je vous ai vue assise là, silencieuse, j'ai vu la même douleur. Quelque chose en moi s'est adouci, et pour la première fois depuis la dispute avec Ethan, je me suis sentie vue. Il a continué, je veux vous aider. Si vous voulez toujours du condo, je peux baisser un peu le prix et je peux attendre que vous régliez votre situation. Je ne suis pas pressée de vendre. Il m'a fallu un instant pour retrouver ma voix. Pourquoi feriez-vous cela pour moi ? Parce que tout le monde mérite une chance équitable de recommencer, et parce qu'aucune femme ne devrait se sentir insignifiante dans sa propre maison. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. L'espoir. Un petit espoir tremblant que peut-être ma vie n'avait pas à rester telle qu'elle était. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Il m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un croyait que je pouvais me débrouiller seule. Les jours qui ont suivi semblaient flous, comme si je marchais dans un couloir rempli de portes que je n'avais jamais remarquées auparavant. Certaines menaient à la peur, d'autres à l'incertitude, mais une porte menait à quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la possibilité. Ethan est revenu après 3 jours, silencieux et renfermé. Il dormait sur le canapé, partait tôt et rentrait tard. Nous parlions à peine. Il fut un temps où cette froideur m'aurait brisé. Maintenant, cela ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Nous avions fini de faire semblant. Pendant qu'il errait dans l'appartement comme une ombre, je m'asseyais à la table de la cuisine chaque nuit, étudiant quelque chose de nouveau. Des informations sur le divorce, les droits de propriété, les hypothèques et l'indépendance financière.
Pour la première fois, je planifiais un avenir qui ne tournait pas autour de son approbation. J'ai appris que je pouvais légalement réclamer la moitié de notre appartement. Avec cet argent et mon historique de travail stable, une banque pourrait approuver un prêt hypothécaire. La pensée était terrifiante et excitante. Je n'avais jamais pris de décision majeure dans ma vie sans Ethan. Mais chaque article que je lisais, chaque calculatrice que je remplissais, chaque message de forum de femmes qui avaient reconstruit leur vie me donnait de la force. Puis, presque comme si l'univers voulait tester ma détermination, j'ai trouvé une offre d'emploi. Une entreprise internationale recherchait une spécialiste en comptabilité capable de travailler avec ses succursales européennes. Allemand exigé. Mon cœur a bondi. J'ai soumis ma candidature avant de pouvoir m'en dissuader. L'entretien est arrivé rapidement. Je me suis assise en face de la responsable du recrutement et j'ai parlé avec assurance dans la langue que j'avais autrefois chuchotée en secret. Quand elle a souri et a dit « Impressionnant. Nous avons besoin de personnes comme vous ici », j'ai senti quelque chose en moi s'élever. Une semaine plus tard, j'ai obtenu le poste. Un meilleur salaire, de meilleurs avantages, un avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais ouvert une porte qui m'appartenait vraiment. Lorsque les formalités de divorce ont finalement commencé à avancer, le poids sur mes épaules a commencé à se soulever. Ethan et moi avons convenu de partager l'appartement et il a proposé de racheter ma part. C'était l'option la plus pratique, et pour une fois, aucun de nous ne s'est disputé. Lorsque le transfert a été effectué, j'ai tenu le chèque dans mes mains pendant un long moment, sentant quelque chose d'inhabituel s'installer en moi. Sécurité, indépendance, le début de ma propre stabilité. Avec mon nouvel emploi en cours, mes journées sont devenues plus pleines, plus lumineuses et étrangement plus stables. Je gérais des rapports financiers pour des succursales internationales, j'envoyais des courriels à des collègues à l'étranger et je participais à des réunions en ligne où mon allemand n'avait plus besoin d'être caché. Chaque accomplissement ressemblait à la reconquête d'une partie de moi-même qui avait été enfouie sous des années de doute. Hans a tenu sa promesse. Il a attendu patiemment pendant que je finalisais le divorce et rassemblais mes documents. Lorsque la banque a approuvé mon prêt hypothécaire, j'ai signé les papiers avec des mains qui tremblaient, non pas de peur, mais de fierté. Les clés de son appartement, l'appartement qui deviendrait ma maison, reposaient dans ma paume, comme un symbole d'une vie que j'avais construite avec ma propre force. À peu près à cette époque, je me suis inscrite à un cours de certification du soir pour améliorer mes compétences. Au 3e cours, un homme grand, avec des yeux stables et un sourire facile, s'est assis à côté de moi. « Cette place est-elle prise ?» a-t-il demandé. « Non, allez-y », ai-je répondu. Son nom était Julian Brox. Divorcé, recommençant à zéro, apprenant de nouvelles choses. Quand il parlait, il écoutait autant qu'il parlait, ce à quoi je n'étais pas habituée. Après le cours, nous avons partagé des notes et marché ensemble jusqu'au parking. C'est devenu une routine. Bientôt, nous nous rencontrions tôt pour étudier et restions tard pour parler du travail, de la vie et des secondes chances. Julian ne me pressait jamais, ne me bousculait jamais. Sa présence était douce, patiente et respectueuse. Être près de lui, c'était comme prendre une profonde respiration après des années à la retenir. Je ne cherchais pas quelqu'un de nouveau. Mais la vie a une manière de vous donner exactement les rappels dont vous avez besoin, que la gentillesse existe, que le respect est possible, que l'amour n'a pas besoin de faire souffrir. Une année complète s'est écoulée avant que je réalise à quel point j'avais voyagé loin de la femme que j'étais autrefois. Un soir, je me tenais près des baies vitrées de mon condo, regardant les lumières de la ville se refléter sur la rivière. Les pièces autour de moi étaient calmes, chaleureuses et indéniablement miennes. Chaque chaise, chaque cadre photo, chaque petit détail avait été choisi par mes propres mains. Julian a frappé à la porte quelques minutes plus tard. Quand je l'ai laissé entrer, il m'a salué avec le même sourire doux qui m'était devenu si familier. Nous nous sommes assis sur le balcon avec 2 verres de vin, le coucher de soleil peignant le ciel d'or doux. Il a tendu la main vers la mienne, non pas pour contrôler, mais pour se connecter, un geste simple, stable et sincère. « Je suis heureux que nos chemins se soient croisés », a-t-il dit. « Moi aussi », ai-je répondu. Et cette fois, ma voix n'a pas tremblé. Après qu'il soit parti cette nuit-là, j'ai marché lentement dans ma maison,
laissant le calme s'installer. Pendant si longtemps, j'avais vécu petite. Je m'étais laissé couper la parole, rejeter, gérer. Je m'étais convaincu que le silence était plus sûr que de parler. Mais la vérité était simple. Le silence ne vous protège pas. Il apprend seulement aux autres que votre voix n'a pas d'importance. Au moment où je me suis choisie, tout a changé. J'ai trouvé un emploi qui valorisait mon esprit, une maison qui reflétait mes choix, un cercle de personnes qui me respectaient, un avenir construit sur mes décisions, et non sur celles de quelqu'un d'autre. Et plus important encore, j'ai retrouvé la version de moi-même que je pensais avoir perdue à jamais. Si vous écoutez ceci et qu'une partie de mon histoire vous semble familière, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes pas impuissante. Et il n'est jamais trop tard ou trop vieux pour recommencer. Parfois, la vie que vous méritez vous attend juste derrière la porte que vous avez peur d'ouvrir. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si mon histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, faites-le moi savoir en aimant cette vidéo, en la partageant et en laissant un commentaire sur l'endroit où vous regardez. J'aimerais aussi entendre votre histoire. De nouveaux chapitres commencent chaque jour. Il vous suffit de choisir le vôtre.